Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, merci mille fois pour votre mot très émouvant. Je suis flatté d'avoir été invité par les présidents de vos deux chambres à parler ici, dans cette illustre enceinte qui a été, d'une manière ou d'une autre, la chambre haute du Parlement français depuis 1799. Je suis bien conscient que ma visite précède la rentrée officielle des deux chambres de votre Parlement et je ne peux que vous présenter mes excuses d'avoir interrompu votre pause. C'est la raison pour laquelle je suis très touché par votre présence à tous aujourd'hui. La longévité de votre démocratie est reflétée aussi dans la longue amitié qui lie nos nations et nos peuples. Notre partenariat construit sur une expérience partagée demeure absolument vitale alors qu'ensemble nous confrontons les défis de ce monde. Tout simplement, le Royaume-Uni sera toujours un des alliés les plus proches et un des meilleurs amis de la France. Hier, mon épouse et moi-même avons commencé cette visite à la tombe du soldat inconnu. Là, nous avons commémoré tous ceux qui sont tombés pour défendre les libertés si chères à nos deux pays. Au cœur de cette grande nation, nous avons rendu un hommage silencieux et solidaire debout, côte à côte avec vous, comme nos pays se sont tenus côte à côte si souvent dans l'histoire. I was reminded that it was there, at the Arc de Triomphe, c'était en ce même lieu, à l'Arc de Triomphe, il y a 16 mois, qu'avec cette générosité qui vous caractérise, vous aviez célébré le jubilé de platine de ma très chère mère, feu la reine Elisabeth II. À cette occasion, le président Emmanuel Macron avait décrit Feu Sa Majesté comme étant le fil d'or qui lie nos nations. Quand ma mère est décédée l'année dernière, ma famille et moi avons été émus sans commune mesure par les hommages qui lui ont été rendus dans toute la France. Ce matin, j'ai relu les très touchants mots de condoléances que vos excellences, présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont écrits à cette occasion. Vous avez décrit Feu Sa Majesté la Reine comme ayant incarné avec dignité la permanence de la démocratie britannique et qu'elle aimait la France l'aimait. Je ne peux vous décrire ce que ces mots ont signifié pour moi et pour ma famille. Et je peux seulement vous remercier et remercier le peuple de France pour la grande bonté que vous avez exprimée à notre égard et à celui de notre peuple à un moment de telle tristesse. Dans la riche et complexe tapisserie de la relation entre la France et le Royaume-Uni, le fil d'or que représentait ma mère brillera pour toujours. Je souhaite qu'elle nous inspire à continuer de tisser des liens entre nos deux pays avec détermination, avec espoir et avec amour. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, à la fois inspiré et encouragé par les exemples de ma grand-mère et de ma défunte mère,
La France a fait partie intégrante du tissu de ma propre vie. Pour autant que je m'en souvienne, d'aussi loin que je m'en souvienne. D'ailleurs, j'ai été frappé lorsque je me suis rendu compte que c'était ma 35e visite officielle ici en France. Et à chaque fois que je viens, je suis vraiment marqué, frappé par la chaleur de l'accueil dont je bénéficie à chaque fois et par toutes les bonnes choses que nous pouvons faire ensemble lorsque la France et le Royaume-Uni travaillent ensemble. Là, à l'occasion de ma première visite d'État en France, je reste plus que jamais convaincu du caractère indispensable de la relation entre nos deux pays. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au plus grand défi de notre époque et nous continuons à travailler pour poursuivre les travaux de ceux qui nous ont précédés. Lorsque le général de Gaulle s'est adressé au peuple français depuis Londres en juin 1940, il a dit la chose suivante. Rappelez-vous, la chose suivante, la France n'est pas seule, elle n'est pas isolée, elle peut faire bloc avec les Britanniques. De Gaulle avait raison de croire en notre alliance. 2 jours avant l'appel du 18 juin, le gouvernement de Sir Winston Churchill avait proposé à la France une union politique indissoluble qui aurait permis aux deux peuples de continuer à se battre pour la justice et la liberté en tant qu'un seul pays. Et 2 mois seulement après cette radiodiffusion historique, mon grand-père, le roi George VII, portant fièrement l'insigne rouge de la Légion d'honneur, a rejoint de Gaulle à Montvolcan, à côté d'Aldershot, afin de passer en revue 2500 soldats des forces françaises libres. La détermination commune qui a été exprimée ce jour-là nous a permis de traverser ces années difficiles, douloureuses de la guerre et nous ont menés ensemble vers la victoire. Cette illustration de notre engagement envers la liberté et la démocratie reste d'actualité. Aujourd'hui, nos forces armées s'entraînent ensemble au sein de la force expéditionnaire conjointe franco-britannique, se déploient ensemble avec les troupes de maintien de la paix de l'ONU et par le Conseil de sécurité de l'ONU, le G7 et l'OTAN, assument ensemble une responsabilité jointe pour la sécurité européenne et mondiale. Aujourd'hui, plus de 80 ans depuis que nous nous sommes battus côte à côte pour la libération de l'Europe, nous faisons face encore une fois à une agression injustifiée sur notre continent. Notre détermination et notre alliance sont plus importantes que jamais. Ensemble, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien avec une solidarité résolue. Ensemble, nous sommes inébranlables dans notre détermination que l'Ukraine triomphera et que nos libertés si chères l'emporteront. Ces événements terribles ont une fois de plus montré combien tant de choses qui nous sont chères sont fragiles. Alors que nous faisons bloc face à l'agression militaire, nous devons ensemble œuvrer afin de protéger le monde de ce défi existentiel, le plus grand défi de tous, à savoir le réchauffement climatique, le changement climatique et la destruction catastrophique de la nature. A dit si sagement, pour la majeure partie de l'histoire, l'homme a dû combattre la nature pour survivre. Dans ce siècle, il commence à comprendre que pour survivre, il doit la protéger. Cette vision est encore plus pertinente en ce 21e siècle. Malgré l'ampleur et la sévérité du défi auquel notre planète est confrontée, il est encourageant de voir les mesures prises par nos gouvernements, nos citoyens et de plus en plus
par le secteur privé. Je pense depuis longtemps que nos entreprises peuvent jouer un rôle essentiel en travaillant en partenariat et en harmonie avec nos gouvernements et nos populations, et investir des milliards pour développer les solutions qui permettront une transition réussie vers un monde durable. Avec le président Macron, je rencontrerai cet après-midi des chefs d'entreprise français et britanniques dont la collaboration, l'innovation et les investissements dans une croissance propre et la préservation de notre précieuse biodiversité font partie d'un leadership mondial essentiel. J'ai réfléchi aux opportunités que partagent les membres du Commonwealth et de l'Organisation internationale de la francophonie. J'espère vivement qu'il y aura des possibilités de collaboration future, par exemple pour trouver une façon de renforcer la coopération en matière de développement durable. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, nos deux gouvernements travaillent en partenariat afin de relever tant de défis mondiaux. Et néanmoins, comme toujours, ce sont nos peuples qui sont le véritable moteur de notre relation. Notre amitié et nos liens chaleureux se renforcent à chaque nouveau contact entre nous. On le retrouve également dans cette joie que l'on retrouve à chaque fois dans la culture de l'autre. Et cela nous rappelle à chaque fois combien nous partageons de choses. Des millions d'entre nous se rendent dans nos pays respectifs chaque année. Et c'est une joie que nous redécouvrons aujourd'hui, après la pandémie. Des dizaines de milliers de fans de rugby britanniques suivent actuellement leur équipe nationale partout en France. Et ils peuvent ainsi jouir du spectacle fantastique qu'est la Coupe du Monde de rugby. D'ailleurs, mon fils et ma belle-fille en font partie. Et même lorsque nos équipes nationales se font face sur le terrain, elles le font en faisant preuve d'admiration mutuelle et en portant le même respect aux règles du jeu. Et d'ailleurs, je dirais simplement, pas de coup bas et que le meilleur gagne. Et bien entendu, il y a des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont décidé de s'établir de façon permanente dans nos pays respectifs. Cet échange tout à fait vivant entre nos peuples nous rend à la fois plus forts, plus heureux et plus prospères. Nos artistes continuent de s'inspirer les uns des autres comme ils l'ont toujours fait, mêlant l'ancien et le nouveau et créant des œuvres complexes et enrichissantes. Des inoubliables images de Londres de Claude Monet et de Bruyère londonienne qui fascinaient tant les visiteurs français, aux plus récentes représentations sur iPad de David Hockney, des paysages changeants de Normandie, en passant par la collaboration novatrice entre le designer britannique Paul Smith et le musée Picasso à Paris, il existe une universalité dans nos traditions artistiques partagées. En effet, en ce moment même, ma chère épouse célèbre cette collaboration artistique en lançant le premier prix littéraire franco-britannique qui récompense des œuvres de fiction contemporaine exceptionnelles publiées en français et en anglais à l'extraordinaire Bibliothèque nationale de France. Demain, mon épouse et moi-même nous rendrons à Bordeaux, la première ville jumelée avec une ville au Royaume-Uni, Bristol. C'était en 1947.
Ce lien commun n'est qu'un lien parmi la grande quantité de connexions qui existent entre nos villes, nos villages, nos communautés, nos entreprises et nos établissements d'enseignement. Ce sont nos peuples qui, grâce à toutes ces actions menées communément, qui écrivent chaque nouveau chapitre de notre histoire, afin que nous puissions léguer aux prochaines générations un monde plus prospère, plus sûr. Et les jeunes doivent donc être au cœur de nos entreprises communes. Ce matin, je me réjouis donc de rejoindre des jeunes du 19e arrondissement de Paris et de Saint-Denis qui sont aidés dans leur insertion professionnelle par le biais d'initiatives associatives. En soutenant des jeunes, nous investissons dans notre avenir. Un investissement qui sera remboursé d'innombrables fois. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, il y a près de 120 ans, mon arrière-grand-père, le roi Édouard VII, s'est engagé au nom du Royaume-Uni pour l'entente cordiale et le lien entre nos deux pays. Ce lien fut sanctifié par les sacrifices incommensurables du siècle dernier et poli par chaque exemple de notre projet commun. Aujourd'hui, il est entre nos mains, après avoir été transmis avec fierté de père en fille, de mère en fils, tout comme il a été à travers les générations de ma propre famille. Pendant le temps qui m'est accordé en tant que roi, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour renforcer la relation indispensable entre le Royaume-Uni et la France. Et aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi dans cet effort. Ensemble, notre potentiel est illimité. C'est pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elle devienne, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. Un engagement les uns envers les autres et envers les valeurs que nous partageons si fièrement, un engagement inspiré par l'exemple du passé et encouragé à relever les immenses défis du monde qui nous entoure. En tant que voisins, amis, partenaires et alliés, il n'y a pas de défi que nous ne puissions relever, comme nous l'avons fait si souvent par le passé. Allons de l'avant avec espoir et courage, et faisons-le ensemble. Merci beaucoup.